et bienvenue sur la chaîne MDD TV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour une version 2022 avec voix française de l'entrevue de Klaus Donat, l'histoire cachée du genre humain. Une version 2022 oui, car celle de 2018 étant perdue lors de la suppression abusive de la première chaîne. Grâce à Dino qui avait fait la voix off à l'époque, j'ai pu récupérer ses enregistrements de voix et refaire une version. Donc, un grand merci à Dino pour la voix off. Ah oui, j'ai une demande à vous formuler. Lors de la suppression de la première chaîne, j'ai perdu plus de 20 vidéos. Grâce à votre aide sur Discord et autres, j'ai pu en retrouver 16, ce qui me remplit de joie et je vous remercie de tout cœur. Cela dit, il m'en manque toujours 4. À savoir, le premier témoignage de Jules, et le deuxième de William. J'ai tenté de les recontacter, mais pas de nouvelles à ce jour. Je n'ai pas retrouvé non plus la version française MDD TV, du témoignage de Cathy Collins. Vous savez, c'est un des entrevues du projet Camelot de Carrie Cassidy et Bill Ryan, comme vous pouvez en trouver pas mal sur cette chaîne en VF. Et la dernière, c'était une vidéo décryptant le symbolisme Illuminati, à travers les diverses cultures du monde, elle aussi impossible de remettre la main dessus. Bon voilà. Si jamais une personne d'entre vous possédant dans sa collection une des 4 vidéos qui me manquent, je vous serai grandement reconnaissant de me contacter afin que je puisse les publier ici. Vous avez les liens Odyssée, Facebook, email, Discord et MDD Radio en description. Comment ça tu ne connais pas MDD Radio? Mais c'est pas possible. Alors, MDD Radio c'est lié au Discord, MDD TV où l'on débat très régulièrement sur tous les sujets que nous souhaitons, sans censure et langue de bois. MDD Radio c'est là que je poste les rediffs des débats et témoignages. Donc rejoignez le Discord MDD TV, venez partager, témoigner et débattre là-bas avec nous et abonnez-vous à MDD Radio. Tous les liens utiles sont en description. Je vous dis à très bientôt. Et bon visionnage. Didier. Ici Bill Ryan, de Projet Camelot et Projet Avalon. Nous sommes le 20 février 2010 et j'ai le grand privilège de rencontrer à nouveau Klaus Donat. La présentation de cette vidéo va prendre la forme d'une interview un peu différente, parce que je vais en fait très peu parler, peut-être même ne pas parler du tout. Klaus va nous commenter oralement un de ses diaporamas spéciaux, inhabituels et fascinants sur les artefacts et phénomènes divers qu'il a étudiés, découverts et sur lesquels il a enquêté partout dans le monde. Ils sont liés à ce que nous pourrions, je crois, légitimement appeler l'histoire cachée du genre humain. Pensez-vous que c'est un bon résumé, Klaus? Oui, c'est un très bon résumé. Je vais donc m'effacer. Savourez bien et réagissez à la présentation de ce diaporama. Klaus va vous faire suivre son propre parcours. Vous allez pouvoir l'accompagner dans le voyage qui mène à ses propres découvertes. Klaus, c'est à vous. Que regardons-nous ici? Je vois tout un assortiment de pyramides. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'on peut trouver les pyramides dans le monde entier, sur chaque continent. Question: quand ces pyramides ont-elles été construites? Et par qui? Pourquoi beaucoup de ces pyramides se ressemblent-elles autant? Une autre question: une civilisation mondiale a-t-elle réellement existé? Je pense que beaucoup de nos recherches nous indiquent vraiment qu'à un moment donné, il y a longtemps, une civilisation mondiale a existé. Mais il y a combien de milliers d'années? Ça, nous ne le savons pas. La plus grande partie du public de Projet Camelot connaît peut-être l'histoire d'un bâtiment pyramidal en pierre découvert en 1984 au Japon, à 25 mètres au-dessous du niveau de la mer sur l'île de Yonaguni, qui est l'île la plus méridionale de l'archipel des Ryukyu. Certains des archéologues de réputation internationale ne sont pas d'accord et continuent de penser que ces bâtiments sont l'œuvre de la nature. Mais mon ami le professeur Masaaki Kimura a effectué, quelques années plus tard, des recherches non seulement sur ce monument, mais aussi sur plusieurs autres qu'il a découverts à proximité. Vous pouvez en voir une maquette en bas à droite.
Une chose que la nature ne peut de toute évidence pas faire, sur deux des plateformes de ce monument, se trouve une énorme tortue en pierre et un énorme oiseau, également en pierre, qui ressemble à un aigle. La nature peut faire beaucoup de choses, mais pas un monument aussi précis, aussi parfait. Du coup, la question, où sont passées toutes les pierres? Si la nature avait fait ceci, si elle avait brisé, où sont ces pierres? Il y a aussi des rues. Et on a également trouvé un stade en pierre qui ressemble au Colisée de Rome, avec des gradins et des marches en pierre. La nature est formidable. Elle peut faire beaucoup de choses extraordinaires, mais pas des bâtiments aussi parfaits. Vous avez ici une rue avec des marches montantes. Ici, de nouveau, une image en gros plan, simplement pour pouvoir se rendre compte de la taille de cet énorme monument. Voici quelques cartes du monde. En haut à droite, agrandie à droite, vous pouvez voir la carte de Piri Reis, déjà utilisée longtemps avant la venue de Christophe Colomb en Amérique. Vous pouvez constater à quel point cette carte était déjà parfaite au début du XVIe siècle. Elle montrait des parties de l'Europe, de l'Espagne et du Portugal, une partie de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Amérique du Sud. Nous ne savons toujours pas actuellement qui a été capable de dessiner une carte aussi parfaite il y a déjà plusieurs siècles. Sur le reste de la carte de Piri Reis, qui n'est pas montrée sur cette photo, on peut aussi voir l'Antarctique non recouvert de glace. Des chercheurs ont découvert en 1956 que la Terre, sous la masse de glace de l'Antarctique, ressemble exactement à ce que montre la carte de Piri Reis. Donc cette carte de Piri Reis devrait avoir au moins 10 à 12 000 ans. Mais la question suivante serait, qui a été capable de dessiner une carte du monde aussi étonnante? En haut à gauche, vous voyez l'Atlantide, agrandie à gauche, dessinée par Athanasius Kircher. Mais la carte est inversée. Il l'a dessinée à l'envers et vous pouvez voir le continent entre l'Europe, l'Afrique, mais aussi l'Amérique. Et vous pouvez voir en bas à gauche, sur la première photo des différentes cartes, agrandie à gauche, les différentes faces d'une énorme carte du monde en pierre. Cette carte du monde en pierre a été découverte en 1984 en Équateur, alors qu'on cherchait de l'or dans un réseau de tunnels souterrains, en même temps que 350 autres artefacts qui ne correspondent réellement à aucune des cultures précolombiennes connues existant en Amérique du Sud. Sur la carte de pierre à gauche, se trouve une ligne naturelle de quartz, blanche. Il s'agit ici de la partie avant de la carte du monde en pierre. Et au Proche-Orient, près de l'Arabie Saoudite, vous pouvez voir une incrustation en forme d'œil. À partir de cet œil, vers la droite ou vers la gauche, il y a une ligne de quartz naturel passant à droite sur l'Inde et la Thaïlande. Et il y a également une île allongée sur le côté droit. Et selon les recherches du professeur Kimura, il existait autrefois un très vaste continent qui s'étendait depuis les îles les plus septentrionales du Japon jusqu'à bien plus au sud que Taïwan. Mais alors cette carte du monde doit avoir au moins 10 à 12 000 ans. Voici l'arrière. Et vous pouvez voir sur la droite une ligne de quartz arriver et passer dans l'Atlantique au large d'un continent, l'Atlantide, qui n'existe plus de nos jours. Puis une ligne blanche traverse une partie de l'Amérique du Sud. Voici un gros plan, et vous pouvez voir exactement la baie de Guayaquil. Une incrustation qui va vers le nord et une autre ronde, montrant l'endroit exact où ont été trouvés ces artefacts. On y trouve aussi l'eau la plus pure du monde, à l'équateur. Un autre artefact très intéressant, trouvé en Équateur au même endroit, est celui connu sous le nom de pyramide à l'œil. Cet œil est une incrustation. La pierre est grise et blanche et comporte 13 degrés. L'objet ressemble exactement à la pyramide à l'œil brillant qui figure sur le billet américain d'un dollar. Si vous placez cette pyramide sous de la lumière noire, l'œil brille très fort et ressemble vraiment à un œil, mais pas vraiment à un œil humain. Et vous pouvez voir les couleurs de l'incrustation.
Sur le fond de cette pyramide, vous avez une incrustation sous forme de petites plaques d'or montrant la constellation d'Orion et une écriture inconnue. La traduction est du professeur Kurt Schildmann, qui présidait l'association linguistique allemande et qui connaissait parfaitement plus de 40 langues. Il a pu traduire cette écriture. Il l'a appelée pré-sanskrit, parce qu'elle est plus ancienne que la plus ancienne des écritures. La traduction des 4 lettres, que vous pouvez voir ici, leur traduction c'est « Le Fils du Créateur vient ». Nous avons trouvé la même écriture sur des pierres de certains pays, tels que l'Équateur, la Colombie, l'Illinois, Glozelle en France, Malte, au Turkménistan, en Australie, et dans le sud de la Calabre en Italie, il y a quelques années seulement. Il s'agit chaque fois de pierres et de céramique, de la terre cuite, portant la même écriture. Ce qui signifie que cette écriture existait autrefois au niveau mondial, et donc qu'il devait exister une civilisation mondiale plus ancienne que le sanskrit, et âgée de plus de 6000 ans. Le professeur Schildmann m'a également dit que cette écriture avait quelques points communs avec celle de l'Indus, mais aussi avec celle de l'île de Pâques. Comme il le disait, cette écriture est plus ancienne que le sanskrit. Il l'appelait le pré-sanskrit. Au sommet de cette pierre, vous pouvez voir les 2 yeux, puis la main droite qui tient la pyramide, et la main gauche qui se place sur le sommet de la pyramide, ce qui montre comment utiliser la pyramide à l'œil. Vous pouvez voir sur cette pierre quelque chose de gravé. Un homme assis sur une pierre, tenant la pyramide exactement comme montré sur l'artefact précédent. Ces 2 émettent des rayons sur la droite. On voit 2 personnages qui s'inclinent. Il y a sur la tête ce qui ressemble à un petit casque, et de ce petit casque sort une antenne qui pointe en direction d'un étrange objet au-dessus de lui. Et ici, vous avez la photo du casque qui a été découvert. Nous n'avons pas encore pu effectuer de recherche sur le métal, ou même trouver quel était le métal utilisé. Mais vous pouvez constater que quelque chose manque au centre du casque, et cela pourrait bien être cette espèce d'antenne présentée sur l'artefact précédent. Un autre, très étrange, découvert faite au même endroit, est celle d'un grand gobelet en jade, accompagné de 12 petits gobelets de jade. Les 12 éléments sont faits de mains d'homme, et chacun est de taille légèrement différente des autres. Mais si vous les remplissez au ras-bord, avec de l'eau, et que vous versez les 12 petits gobelets dans le grand, ce dernier est totalement rempli. L'étrangeté suivante, ce sont les nombres inscrits sur les petits gobelets et qui ressemblent à des nombres mayas. Mais si vous les comparez à ces derniers, vous constatez de petites différences. Et sur le grand gobelet, on peut voir une constellation parfaitement incrustée, montrant Orion et d'autres étoiles. L'intérieur du grand gobelet est très magnétisé, tandis que l'extérieur ne l'est pratiquement pas. Les géologues professionnels disent que c'est impossible, parce que si la pierre contient des particules métalliques, les 2 côtés doivent être magnétisés de la même manière. Voici un gros plan du gobelet, et vous pouvez voir l'incrustation parfaite de constellations qui brille violemment si on projette de la lumière noire dessus. Voici quelques-uns des petits gobelets, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du style des nombres incrustés avec une étrange matériau qui brille également sous la lumière noire. Une autre pièce à gauche, un plateau en jade avec la même incrustation d'une constellation que sur le grand gobelet, avec 2 personnages au visage tournés vers le ciel.
Et sur l'image suivante, à droite, on peut voir que les yeux de ces deux statuettes, ainsi que la constellation, brillent très fortement sous la lumière noire. Cette pierre brune fut autrefois formée sous pression, et la couleur du centre de la pierre a viré au noir, ce qui ne se produit habituellement pas dans la nature. Examinez. Si on regarde de très près, on peut voir un visage aux yeux fermés, une bouche, un nez, une grande barbe et des cheveux longs. Sur le côté gauche, le visage, mais aussi la pierre, sont cassés. Voici l'envers de cette pierre. Vous pouvez y voir une spirale et un triangle. Le centre du triangle est très magnétisé et brille aussi sous la lumière noire. Nous avons ici l'arrière d'un cobra. Le cobra n'a jamais existé en Amérique du Sud, mais celui-ci a été trouvé au même endroit. De ce côté-ci de la tête du cobra, à gauche, vous avez 33 lignes sur la longueur. Et 33 est aussi un nombre très sacré, depuis très très longtemps. Sur le côté gauche, comme sur le côté droit, on a 7 points incrustés et ils représentent peut-être les chakras. Cette tête de cobra brille également si vous la placez sous la lumière noire. Un autre objet. Vous avez ici une tête de dauphin, parfaitement réalisée, et cet artefact brille également sous la lumière noire. Ici à gauche, vous avez une sorte de casque de pierre. Vous pouvez placer sur vos épaules ce casque en granit, ou mettre votre tête à l'intérieur. Des experts m'ont dit que les points incrustés que vous voyez sur le casque correspondraient exactement aux points d'acupuncture de la tête humaine. Vous pouvez voir ici à droite comment ils pourraient avoir été utilisés. On a trouvé, il y a quelques mois, au même endroit, un casque de pierre non terminé. Cela signifie donc que certains de ces artefacts ont été directement fabriqués en Équateur, mais il y a très très longtemps. Les incrustations de cet objet brillent de même intensément sous lumière noire. Voici un extraordinaire serpent de jade. Là aussi, les points incrustés brillent à la lumière noire. Ici à gauche, nous avons un artefact parfaitement ciselé à l'arrière, ce qui signifie qu'il pourrait avoir été utilisé, placé sur le front. Vous pouvez voir les deux yeux incrustés. Et au dos, à droite, vous avez ce qu'on appelle le troisième œil. Cet artefact était peut-être utilisé dans certaines cérémonies ou pour de la méditation. Nous avons ici à gauche un plat en jade comportant une spirale incrustée qui, elle aussi, brille intensément sous la lumière noire. Il pourrait s'agir également d'une représentation des 7 chakras. Voici une des céramiques trouvées là-bas. C'est un grand chef-d'œuvre. Et la question qu'on se pose, c'est comment a-t-on pu fabriquer cet artefact à partir d'un seul morceau de céramique? Nous avons ici une autre pierre en forme de pyramide, trouvée également en Équateur. En haut, on voit les pyramides et son œil. Et en bas, vous avez plusieurs spirales et des symboles. Certains ressemblent beaucoup aux tablettes Nahakal de James Churchward, qu'il a trouvé en Inde en 1880 et dont la traduction parle du continent englouti de Mu. Ceci est en marbre, avec une nouvelle incrustation en spirale qui brille intensément, elle aussi, sous la lumière noire. Une autre pierre à gauche, de forme pyramidale, comportant un œil incrusté. Ici, à droite, on peut de nouveau voir la pyramide et son œil nu, et en bas, la constellation d'Orion, les 3 étoiles du baudrier,
qui pourrait nous renvoyer aux 3 pyramides d'Égypte. Ici à gauche, une statue en céramique. Le personnage n'est pas réellement assis à la manière précolombienne. On dirait la position asiatique du lotus. La statue porte un chapeau avec des points. Il est très semblable à ceux qu'on trouve sur de nombreuses représentations du Bouddha. L'homme tient un serpent dans la bouche. Le serpent est un objet très mystique et très souvent représenté, ce qui signifie que cette statue n'appartient à aucune culture précolombienne connue ou existante. Même la suivante, ci-dessus à droite. Remarquez la façon dont la statue est assise. Elle nous renvoie davantage à l'Asie. Le personnage a de nouveau sur la tête un étrange chapeau, avec en son centre quelque chose comme la tête d'une grenouille. La grenouille est de même un animal très mystique dans l'ancienne culture précolombienne de l'Amérique du Sud, mais aussi en Afrique et en Asie. Voici à gauche une autre statuette de céramique tenant dans sa main gauche une sorte de plat, et elle non plus n'a pas l'air très précolombienne. Ceci, à droite, est de nouveau un très étrange artefact. Le personnage tient un bâton sur lequel il s'enroule un serpent. Nous retrouvons ici le serpent, et posons-nous la question, où cette statue a-t-elle été faite et par qui? Voici une photo de l'altiplano de Bolivie. Les archéologues et chercheurs ont découvert qu'il y a au moins 4000 ans s'est produit un très grand impact en Argentine et que son onde de choc a détruit de nombreux bâtiments en pierre dans l'altiplano bolivien. Voici une photo de Pumapunku, un endroit très étrange et proche de Tiwanaku, en Bolivie, où on peut voir des tonnes de plaques de pierre détruites, ouvragées à la perfection. Ce fut peut-être la conséquence du grand impact argentin. Voici à gauche mon ami Giancarlo Bonfanti, chercheur italien, au centre de ce qu'on nomme la Porte du Soleil, à Tiwanaku, en Bolivie. Certains chercheurs disent que les figurines situées en haut de cette face, de la Porte du Soleil à droite, représentent le calendrier vénusien. Voici une des grandes plaques de pierre en provenance de Pumapunku, et vous pouvez constater le degré de perfection du travail. La question, pouvait-on effectuer un travail aussi parfait avec des outils simples? Près de ce secteur ont été retrouvés des squelettes d'une taille de 2,60 m. L'image au-dessus, à gauche, vous présente le crâne d'un de ces squelettes et il semble déformé. Mais ces crânes ne sont sûrement pas déformés. Ils ont par nature la forme d'un œuf. Dans cette photo, en haut à droite, vous pouvez voir combien ces crânes possèdent une forte mâchoire. En voici la vue de face. Mais la photo la plus intéressante est celle-ci, parce que vous pouvez voir qu'à son sommet, le crâne ne possède pas les 3 plaques que nous avons en tant qu'Homo sapiens. Ce qui nous montre que ces squelettes ne sont pas ceux d'Homo sapiens. Nous pourrions vérifier leur ADN et dater ces squelettes parce que nous nous demandons vraiment quel genre d'humain existait il y a longtemps et de quand date ceci. We are very much wondering what kind of humans did exist long time ago and how long ago. Dans les prochaines images, je vais vous montrer quelques artefacts trouvés à proximité de ces authentiques géants. Quand j'ai eu en main pour la première fois ce masque à gauche,
J'ai essayé de regarder par les deux yeux, et je ne savais pas à l'époque qu'ils appartenaient à des squelettes de 2,60 m. Je me demandais seulement pourquoi on avait fabriqué des masques où on ne pouvait garder que par un seul œil. Mais lorsque j'ai appris que ces gens-là faisaient plus de 2,50 m de haut, j'ai compris que leur crâne était bien sûr plus grand que sur le nôtre, et pourquoi ces masques étaient trop grands pour nous. Voilà un autre masque de Bolivie à droite, et un autre au centre, merveilleusement gravé de nombreuses spirales et symboles, que l'on a également trouvés dans beaucoup d'autres cultures. Voici une très lourde figurine de pierre. Et vous pouvez voir ici aussi la tête d'un serpent, tout en haut et qui descend à l'arrière. Voici le revers. On peut voir une nouvelle fois le serpent, ce qui signifie donc que le serpent doit avoir été un animal très important dans notre histoire passée. Ici, vous voyez une flûte en pierre. Étrangement, la vibration du son émis par ces flûtes de pierre correspond exactement à celle des ondes de notre cerveau. Il en ressort que ces flûtes étaient peut-être utilisées pour méditer ou pour guérir. Et les trous sont parfaitement reliés deux à deux, ce qui signifie qu'il est possible de percer des trous parfaits dans cette pierre très très dure. Mais comment relie-t-on, avec des outils très simples, les deux trous du bas? Ce serait difficile à faire, même de nos jours. Parce que c'est en forme de U et que ça tourne à l'intérieur de la pierre? Oui, c'est exact. Avec des outils simples, on ne peut assurément pas exécuter ce genre de travail. Et même les trous sont percés de manière très précise. Ceci, à gauche, a la forme d'un bateau et on a 3 tuyaux de flûte à l'extrémité. Ici, à droite, on peut voir avec quel degré de perfection ils ont été faits. Ceci est une autre flûte, très petite. On ne peut l'utiliser qu'en soufflant très doucement, et le son produit évoque celui des dauphins. Ici, nous n'avons aucune idée de ce à quoi pouvait servir cet artefact. Nous voici maintenant en Colombie. Sur les quelques photos suivantes, je vais vous présenter d'étranges artefacts en provenance de Colombie, en Amérique du Sud. Le très célèbre architecte et styliste industriel de Colombie, le professeur Jaime Gutiérrez, collectionne d'étranges artefacts de son pays, connus depuis déjà des siècles. La pièce la plus importante de sa collection est surnommée le disque génétique. On voit ici un disque en lydite, une pierre très dure. Elle est presque aussi dure que le granit, mais elle possède une structure feuilletée. Si bien qu'il serait impossible d'exécuter le même disque de nos jours à partir de ce matériau. Ce disque, que l'on appelle le disque génétique, a un diamètre d'environ 27 cm. On peut y voir représenter plusieurs éléments habituellement seulement visibles au microscope. Par exemple, sur le côté gauche, à 11 heures, on peut voir une ovule, un ovule humain sans spermatozoïdes et un autre avec. Sur le côté droit, à 1 heure environ, on peut voir quelques spermatozoïdes. Puis, il y a plusieurs représentations très étranges que nous n'avons pas pu expliquer. Mais ici, à gauche, on a le cliché pris au microscope par un photographe suédois de l'intérieur d'une dame. On peut voir que l'ovule, avec ou sans spermatozoïdes, ressemble exactement à ce qui est représenté sur ce disque génétique. Sur l'envers, vous avez en haut plusieurs représentations de fœtus de différents âges et tailles.
avec pour finir ce qui ressemble à un petit enfant. On peut voir aussi, en bas du plateau, à environ 6 heures, femmes et hommes. Et aussi, côté droit, vers 9 heures, la représentation d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Ce qui est étrange, c'est la manière dont ces têtes à forme humaine sont représentées. On voit ici un couteau dans le même matériau, la lydite. Sur le manche, au sommet du couteau, on trouve la tête d'une mère, puis plus loin, la tête de l'enfant, le cordon ombilical enroulé autour de son cou. Cela signifie que ce couteau aurait été utilisé pour trancher le cordon ombilical et sauver ainsi la vie de l'enfant. Voici un gros plan. Mère, enfant et cordon ombilical. Ceci est un instrument. Il pourrait avoir été utilisé pour aider l'enfant à sortir, à quitter la mère en cas de complications. Il est toujours constitué du même matériau, la lydite. On voit ici le vagin au centre et la tête de l'enfant qui sort. Au revers à droite, on ne peut y mettre que le pouce, ce qui signifie que cet instrument ne peut être utilisé qu'avec les doigts, c'est-à-dire sans utiliser la force. En d'autres termes, cet instrument pourrait être moins dangereux que les nôtres actuellement pour aider à sortir l'enfant de sa mère, parce que lorsqu'on utilise nos instruments, on peut endommager la tête du bébé. Nous pensons qu'il s'agit ici d'un instrument médical à gauche. C'est également de la lydite, et la forme est parfaite. Un autre, et en voici d'autres, au centre. Ils sont beaucoup plus petits que sur la photo. Lorsque nous avons procédé à la vérification du matériel à Vienne, ces objets ont été vérifiés par le plus grand expert mondial. Le matériau tout d'abord. Ils sont tous en lydite. Concernant la forme, après vérification, il a finalement déclaré « Je ne peux pas vous dire comment ils ont été fabriqués, ni qui les a faits. La seule chose que je puisse vous dire, en toute certitude, c'est que, de nos jours, nous sommes incapables de fabriquer les mêmes instruments à partir du même matériau. » Donc, nous ne connaissons pas leur âge, puisqu'ils ont été trouvés en Colombie et ne correspondent à aucune autre culture précolombienne existante. Nous devons envisager le fait que ces artefacts sont vieux d'au moins 6000 ans. Mais nous ne pouvons pas expliquer quelle sorte de technologie a été effectivement utilisée pour parvenir à fabriquer de tels instruments et outils à partir de la lydite. Vous voyez que chaque objet s'adapte à chaque type de main, quelle que soit sa taille. Chaque instrument, chaque outil s'adapte exactement à toutes les mains qui les utilisent. Ce visage, à gauche, évoque un petit peu celui des Moai, ces grandes statues de pierre de l'île de Pâques. Ici à droite, vous avez un gros plan. Pour plaisanter, j'appelle ceci le fauteuil du dentiste. Parfaitement fait et, de nouveau, le même matériau, de la lydite. La question est étrange. S'il pouvait fabriquer des figurines aussi parfaites de ce matériau, si difficile à travailler, pourquoi représentait-il toujours le visage humain avec des gros yeux ronds, un petit nez et une grande bouche? Il n'y a pas d'explication réellement satisfaisante. De nouveau, un objet de Colombie, en lydite. On voit la mère tenant son bébé. À l'envers, on voit l'homme en armes, très probablement pour la chasse. On a trouvé cette figurine de pierre en Colombie. Elle ressemble exactement aux statues Moai de l'île de Pâques, mais n'a que 30 cm de haut.
but it is only about 30 centimeters in size. Voici un autre chef-d'œuvre du travail de la pierre. Les deux côtés représentent un oiseau, mais si vous regardez à l'avant, à gauche, vous voyez que les deux oiseaux forment un visage. Et sur le côté gauche, à droite, entre la tête et les ailes de l'oiseau, on voit de nouveau cette écriture inconnue que nous avons trouvée sur des pierres du monde entier. Voici ici une mère tenant son enfant, un étrange visage, le tout dans un matériau ressemblant au jade. Voici une autre pierre originaire de Colombie, représentant un amadillo. Sur le dessus de l'amadillo, on peut voir un étrange visage avec de longues oreilles et une paire de cornes. Sur le dessus de cet artefact, un visage souriant. Sur ce côté, à gauche, on a deux triangles et de l'autre côté, sur le côté droit, à droite, on a un visage. De nouveau, le visage animal sur le côté droit et quelques symboles inconnus. Et sur la partie inférieure de cet objet, on voit un animal qui ressemble à un crocodile. Guinée, en Afrique occidentale. Sur une énorme montagne de granit, on a trouvé le demi-portrait d'une femme creusée dans la pierre. Du sommet de la tête au milieu du torse, la taille de cette statue est exactement 150 mètres. Très importante question. Qui aurait pu sculpter un aussi énorme demi-portrait en granit dans une montagne il y a un minimum de 10 à 12 000 ans? Le professeur Pittoni, le géologue italien, s'est rendu sur les lieux. Il a pris ses photos. Il a examiné la terre située au pied de cette montagne. Et selon ses calculs, ce monument en pierre a dû être réalisé il y a au moins 10 à 12 000 ans. Mais apparaît alors cette question cruciale. Qui a pu être capable de réaliser un tel monument en pierre? Même de nos jours, ce serait impossible. Ou bien cela coûterait tellement cher qu'on ne pourrait pas le financer. Et si vous regardez le gros plan du visage, des experts m'ont dit que ce visage n'était assurément pas européen, et bien sûr pas originaire d'Afrique noire non plus. Il doit s'agir d'une culture soit sud-américaine, soit asiatique, mais une fois de plus, vieille de 10 à 12 000 ans. Il pourrait s'agir de la civilisation perdue de l'Atlantide. En Sierra Leone, près de cette région, le professeur Pittoni était responsable de fouilles. Et là-bas, il a entendu parler d'une légende selon laquelle Allah, en colère contre des anges, les changea en pierre et les jeta sur la terre. Et il prit les étoiles et les jeta sur terre. La légende dit que le ciel, vous pouvez le voir dans cette pierre, on les appelle les pierres de ciel, les pierres bleu ciel trouvées sous terre dans cette région. Nous avons effectué des recherches à Vienne. Il s'agit, sans aucun doute, d'une pierre artificielle, pas d'une pierre naturelle. Et un autre matériau a pu être trouvé. Mais la seule chose qu'on n'a pas pu nous indiquer, c'était le type de couleur utilisé pour obtenir cette véritable couleur bleu ciel. Des figurines en pierre trouvées à 20 mètres et même jusqu'à 50 mètres de profondeur. Le professeur Pittoni a toujours récupéré un matériau organique sur le lieu même de la découverte et la datation de ces artefacts en pierre s'échelonne de 2500 à 17 000 ans, pour le plus vieux.
Ici, en bas à droite, vous voyez une pierre de granit qu'on appelle nomoli, joliment gravée. Vous avez là un homme assis sur un éléphant, puisqu'il y a également des légendes de géants dans toute l'Afrique. Vous connaissez la taille d'un éléphant. Le travail de la pierre est merveilleux. L'objet est très dur et très lourd. Certains artefacts représentent aussi des humains ou semi-humains à tête de reptile et tenant une sorte de pot où ils pourraient mettre quelque chose. Au sommet de plusieurs nomoli se trouve également un trou pour y entrer quelque chose. Il était très probablement utilisé pour les cérémonies. Vous avez ici une sorte d'animal qui ressemble à un dinosaure. Quand le professeur Pittoni a trouvé cette statue, elle émettait un drôle de bruit. Il l'a donc ouverte et on a trouvé à l'intérieur une petite bille noire. Vous pouvez la voir au pied de la statue, en haut à droite. Elle était en métal ferreux. When we did the research on this artifact and especially on this metal ball, next morning the professor called me and told me that somebody must have done a bad joke to me. I asked why, because the result of the research was this metal material is chrome steel, and chrome steel was found first time at the beginning of the 20th century in Austria. That means it was impossible inside a statue with the age of approximately 17,000 years. But when I called immediately Professor Pittoni, he was laughing and he said, I'm a geologist. If a statue is making a strange sound, I do not open it just right away, but I did several X-rays, and you can see here on the right picture one of the X-ray photos, and you see that inside the closed statue already the round ball, the chrome steel ball, was existing. On this X-ray photo you can see exactly, and also Professor Pittoni saw that this statue in former days already was opened but perfectly closed again, and he called a specialist who opened it exactly concerning this photo, the small stone ball which was closing the hole inside, and you can see that the metal ball was already existing. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur Internet des images ou des photos de géants, de squelettes géants, découverts dans le désert en Inde, en Chine et ailleurs. La plupart de ces photos étaient en compétition pour présenter Photoshop, impeccablement montées. J'ai été moi aussi très impressionné la première fois que j'ai reçu une de ces photos. Mais les photos que je vous montre maintenant proviennent assurément pas d'un concours Photoshop. Ces photos représentent des crânes et des squelettes authentiques. Ce crâne provient d'un réseau de tunnels souterrains en Colombie. Le crâne pourrait avoir jusqu'à 11 000 ans. Le crâne est bien plus grand que la normale et les dents de devant sont alignées sur la mâchoire de manière différente des nôtres. Ce que je remarque ici, c'est que la mâchoire est très fortement marquée. La mâchoire avance beaucoup, le menton est très proéminent. Et voici une photo qui nous a été montrée par Insider de Project Camelot. Il ne s'agit pas d'un véritable photo. Elle provient du vieux film où joue Arnold Schwarzenegger, Conan le barbare. Ce que vous voyez ici est un effet spécial appliqué à l'acteur James Earl Jones. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est la forme de la mâchoire.
Notre témoin, qui avait passé du temps en compagnie des Anunnaki, en temps réel et de nos jours, a dit que c'était une des choses qui les caractérisait en dehors de leur taille, qui était selon lui d'environ 2,40 m à 2,70 m. Il disait qu'ils sont immenses et très musclés et qu'ils paraissent d'autant plus grands. C'est à peu près leur taille, qui correspond exactement aux 2,60 m dont parle Klaus. Il a dit que la ligne de la mâchoire était très fortement marquée et proéminente, et c'est justement ce qui me frappe à propos de ces squelettes et de ces crânes que nous sommes en train de regarder. J'ignorais cela. Il faut que vous le sachiez. À vous, Klaus. Donc une fois de plus, voici une très vieille photo prise dans un musée, à La Valette, sur l'île de Malte. Elle montre plusieurs crânes allongés et l'explication donnée, ces crânes déformés, mais ils sont très allongés vers l'arrière. Voici un de ces crânes, très étrange. Ils sont exposés dans un petit musée, à Ica, au Pérou. Ica est situé près des fameuses lignes de Nazca et le musée s'appelle le musée Maria Reich, du nom de l'Allemande qui a passé toute sa vie à faire des recherches sur les lignes de Nazca. Et dans ce musée, on peut contempler les crânes les plus étranges que j'ai jamais vus. Tous découverts dans cette région proche des lignes de Nazca. La question que je pose est donc, quelle sorte d'humanité vivait là-bas et comment ont-ils obtenu ces formes crâniennes? Celui-ci, particulièrement. Plusieurs médecins et experts m'ont affirmé qu'il était impossible de créer une déformation comme celle-là, parce qu'avec la déformation, vous n'obtenez pas de double matériau osseux de ce crâne. Sur ce crâne, vous avez même des particules de peau et des cheveux, et je pense qu'il ne serait ni difficile d'effectuer une datation de ce crâne, ni d'en analyser l'ADN. Dans cette image, je vous présente quelques formes de squelettes légendaires de géants. En 1964, dans la province de Loja, dans le sud de l'Équateur, une partie d'une plateforme montagneuse s'est effondrée et le père Carlos Vaca, aumônier des hôpitaux, a été appelé à cet endroit. Il a découvert les os brisés d'un géant. Très bien. Bon, Klaus, je vous ai demandé si vous alliez nous emmener en voyage et pendant presque une heure, je crois que vous nous avez entraînés dans un périple fascinant. Non seulement autour du monde, mais en remontant le temps près de 17 000 ans. Ceci nous rappelle à quel point nous savons peu de choses de notre véritable histoire. Ce sont là des pièces importantes d'un important puzzle et vous consacrez une énorme part de votre temps à rendre le public plus conscient de ce qu'on ne nous montre pas dans la plupart des musées, de ce qu'on ne trouve pas dans les manuels d'anthropologie et ce que les nombreux professeurs d'université refusent encore de reconnaître. Merci infiniment pour le rôle que vous jouez dans l'amélioration de la compréhension de notre histoire sur la planète Terre. Merci Klaus. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.